le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bien le bonsoir. Aujourd'hui, c'est vendredi, dernière sortie de la page internationale au grand journal du 14h, depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Ealichi Dorelas pour la présentation. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubans, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM. Un Jekmel. En Israël, Benjamin Netanyahou tenu de faire sauter la coalition avant un vote de confiance. Le Premier ministre israélien qui risque d'être délogé par une coalition politique hétéroclite menée par le centriste Yair Lapid. Manœuvre pour empêcher cette dernière d'obtenir le vote de confiance au Parlement. Les jours prochains s'annoncent décisifs. Voici un reportage signé France 24. Un accord à l'arraché, une image historique à la une des journaux israéliens. Le gouvernement de coalition trouvé sous l'égide de Yair Lapid en étonne plus d'un. Mais il représente un espoir après les dernières violences entre Israël et le Hamas, une année marquée par la crise politique et la pandémie de Covid-19. We never had a coalition like this. It's a great hope that there will be a change because the political atmosphere, because of the head, because of the prime minister that was quite corrupted person, he and his family. So we like to have a new spirit. We like to have some unity. Un gouvernement d'union qui réunit des partis de gauche, du centre, de droite radicale et un parti arabe, idéologiquement très éloignés les uns des autres. Un bloc hétéroclite qui pourrait marquer un tournant dans l'histoire politique d'Israël, mais nombreux sont ceux qui doutent de ses chances de réussite. זה הכל תפאורה לחודש, חודשיים, זה לא יחזיק מעמד, זה ברור לכולם זה ברור שזה לא יחזיק מעמד, הקומבינה הזאת, הדבק, לא יהיה פה דבק בכלל. D'autant que le vote de confiance de la Knesset n'est pas encore acquis, il pourrait intervenir au courant de la semaine prochaine. D'ici là, Benjamin Netanyahou et son parti le Likoud vont tout faire pour empêcher l'approbation du nouveau gouvernement de coalition. Abus sexuel, le cardinal de Munich présente sa démission au pape François. C'est un coup de tonnerre au sein de l'église, car l'allemand Reinhard Marx est l'une des figures libérales les plus influentes du catholicisme romain. Le cardinal de Munich présente sa démission et dénonce la catastrophe des abus sexuels. Voici un reportage signé Euronews. Le cardinal de Munich a présenté sa démission au pape. Un coup de tonnerre au sein de l'Église, car l'allemand Reinhard Marx est l'une des figures libérales les plus influentes du catholicisme romain. Le cardinal dénonce la catastrophe des abus sexuels. En substance, écrit-il, il s'agit pour moi de partager la responsabilité de la catastrophe des abus sexuels commis par des ecclésiastiques au cours des dernières années. Reinhard Marx a déclaré que les enquêtes et les rapports des 10 dernières années lui ont montré qu'il y avait eu non seulement beaucoup d'échecs personnels et d'erreurs administratives, mais aussi des échecs institutionnels et systémiques au sein de l'Église catholique. Le cardinal explique ici que le pape va réfléchir à cette démission et prier. La démission du cardinal intervient après que le pape a annoncé la semaine dernière qu'il envoyait une commission à Cologne, dans l'ouest de l'Allemagne, pour examiner des centaines de cas d'abus sexuels sur des enfants dans l'archidiocèse. Dans sa déclaration, le cardinal Marx écrit que sa démission pourrait peut-être être le signe personnel d'un nouveau départ et d'un nouveau départ pour l'Église aussi. Dans son archidiocèse de Munich et Freising, un rapport d'experts sur les cas d'abus sexuels est attendu cet été. Il s'agit de savoir comment les abus sexuels commis par des prêtres dans le diocèse sont devenus possibles et si des membres du clergé de haut rang ont protégé les auteurs de ces abus.
Direction le Nigeria, l'État islamique envoie de supplanter Boko Haram dans le nord-est du Nigeria, dans la région du lac Tchad. Deux groupes djihadistes rivaux se partagent de larges pentes du territoire. Mais le clan ascendant qui est en train de prendre l'ISWAP, branche du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, marque un tournant majeur dans ce conflit vieux de 12 ans. Voici un reportage signé Africa News. Depuis 12 ans, le Nigeria lutte contre Boko Haram dans le nord-est du pays, mais ces dernières années, un autre groupe terroriste gagne du terrain. En 2016, Boko Haram s'est scindé en deux, avec d'un côté la faction historique, dirigée par Abubakar Shekau, et de l'autre l'ISWAP, reconnu par l'État islamique. Les deux groupes djihadistes s'affrontent parfois pour le contrôle du territoire, mais l'ISWAP, qui était déjà devenu le groupe dominant, semble avoir pris un contrôle clair et étendu sur la région. On témoigne cette attaque survenue il y a quelques jours contre Boko Haram et qui aurait laissé Abubakar Shekau dans un état critique. Le chef de Boko Haram, qui jusqu'ici incarnait le visage du terrorisme au Nigeria et dans les pays frontaliers, serait aujourd'hui grièvement blessé selon des sources proches des services de renseignement nigérians. Certains affirment même qu'il a été tué, mais pour l'instant, aucun des deux groupes djihadistes n'a annoncé officiellement son décès. Par ailleurs, l'ISWAP a exécuté une dizaine de commandants de Boko Haram et une trentaine de membres de l'organisation l'ont rejoint. Cette montée en puissance de l'État islamique au Nigeria n'est qu'un exemple de la présence du groupe sur le continent africain. Que ce soit dans le Sahel avec par exemple le Mali, en Afrique australe avec les violences djihadistes au Mozambique, toutes ces récentes attaques montrent que l'Afrique risque de devenir peu à peu l'épicentre de l'État islamique. Alors, en Palestine, le Hamas continue d'étendre son influence chez les Palestiniens. Pour une grande partie de la communauté internationale, le Hamas est avant tout un groupe terroriste voué à la destruction d'Israël. Mais à Gaza, c'est un parti politique au pouvoir depuis 2006, dont l'influence s'étend de plus en plus en Cisjordanie. Voici un reportage de notre envoyé spécial, Radio-Canada, Jean-François Bélanger, de la page internationale pour ce aujourd'hui. Gaza affiche clairement ses couleurs. Le vert, symbole de l'islam, bannière du Hamas. À chaque rond-point, son monument dédié aux martyrs, aux héros de la lutte armée contre Israël. Considéré comme un groupe terroriste par beaucoup de pays, dont le Canada, le Hamas se présente ici comme un mouvement de résistance et comme un parti politique qui règne sans partage sur Gaza. Au terme du dernier affrontement avec Israël, son chef apparaît triomphant et justifie la guerre avec l'État hébreu. La résistance palestinienne n'avait pas le choix de traduire en action son avertissement, dit-il, pour envoyer un message clair à l'occupant. Un conflit qui a cependant des conséquences. À Gaza, les vestiges de la guerre sont omniprésents. Rappel du lourd tribut payé ici par des populations civiles prises entre deux feux. Mansour Smaïl Abougadine, par exemple, a tout perdu dans le bombardement de sa maison un jour avant la fin du Ramadan. Mais à ses yeux, le Hamas est intouchable. Le seul responsable de son malheur, selon lui, c'est Israël. À Gaza, l'emprise du Hamas est totale depuis une quinzaine d'années. Ce qui est nouveau, c'est l'influence grandissante de ce mouvement ailleurs en Palestine comme ici à Ramallah, pourtant chasse gardée traditionnellement du Fatah, le parti historique de Yasser Arafat. Signe le plus visible du changement, des drapeaux verts ont commencé à apparaître en Cisjordanie. Et de plus en plus de Palestiniens vivant ici affichent ouvertement leur sympathie, surtout des jeunes. Comme Kader et Nathalie, tous deux étudiants. Le Hamas s'est tenu debout pour nous, dit-il. C'est la première fois qu'on voit une autorité en Palestine qui défend sa population. Et si Nathalie ne se dit pas du tout islamiste, elle n'écarte pas la possibilité de voter un jour pour le Hamas. Un développement logique, selon ce politologue, car le Hamas s'est positionné exprès en défenseur de Jérusalem pour faire de l'ombre à l'autorité palestinienne.
Selon lui, si la popularité du Hamas était prévisible, car elle se répète à chaque conflit, elle est aussi généralement de courte durée. Peu de chance donc, d'après lui, que le Hamas ne s'installe au pouvoir ailleurs qu'à Gaza. De toute façon, il n'y a pas d'élection à l'horizon. Les dernières organisées en Palestine remontent à 2006. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Ramallah. Les ministres de la Santé du G7 discutent portage des vaccins et prévention des crises. Les ministres de la Santé des grandes puissances du G7 se réunissent jeudi et vendredi à Oxford pour discuter du portage des vaccins avec les pays pauvres, alors que le dispositif COVAX n'a pas encore atteint ses objectifs. Voici un reportage signé Euronews. Les ministres de la Santé des pays du G7 réunis à l'université d'Oxford, là où le vaccin d'AstraZeneca a été développé, pour discuter du manque d'accès des pays pauvres à la vaccination. Tout un symbole pour une piqûre de rappel, car à l'heure où les pays riches sont bien avancés dans la vaccination, les pays les moins développés sont en retard, faute de doses disponibles, et souvent faute de quoi les payer. Jeudi, Washington a confirmé le don à l'étranger de 80 millions de doses de vaccins, dont les 3/4 seront distribués par COVAX. C'est 5 fois la quantité de doses que tout autre pays s'est engagé à partager. Et ces 80 millions de doses représentent 13% du total des vaccins produits par les États-Unis d'ici la fin du mois. Nous continuerons à donner des doses au cours de l'été et au fur et à mesure de la disponibilité des stocks. Les pays du G7 se sont déjà engagés à accroître leur aide au dispositif COVAX, géré entre autres par les Nations Unies. Mais victime du chacun pour soi, le système n'a pas encore atteint ses objectifs. Au 31 mai, COVAX avait livré 77 millions de doses contre un objectif de 330 millions pour le milieu de l'année. C'est la fin de la page internationale au grand journal du 14h pour ce aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Présentation Erlich Dorelas, production Edprod, réalisation Télé Beltor pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Regardez Télé Beltor sur la plateforme Roku 24h/24 à travers le monde. Coup d'œil sur la température pour ce aujourd'hui. Boston 77 degrés Fahrenheit, 25 degrés Celsius à Jacmel, 86 degrés Fahrenheit, 30 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent week-end en compagnie de la radio évangélique Hosanna. Un week-end ultra, méga, giga, génial, super, hyper, overtop. C'est l'heure de prendre mes clics et mes claques. Rendez-vous c'est pour lundi. À lundi, gardez le sourire et ça rajeunit le visage. Bonsoir, à lundi. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.